Je m'appelle Marie-Camille Couder et moi je suis là pour vous parler d'évaluation. Et l'évaluation en temps de confinement. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, comme j'enseigne au lycée, on m'a demandé de mettre une note au 3e trimestre, donc une note qui correspondra à un moment où les élèves étaient confinés. Or, si vous avez vu cette vidéo-là, je vous explique qu'en fait, avant le confinement, moi je notais mes élèves, oui, mais que c'était les élèves qui choisissaient leurs notes. Donc bien évidemment, je vais continuer ce principe-là après le confinement, mais je vais être obligée de l'adapter un petit peu au nouveau contexte. Alors comment je fais pour fixer une note au 3e trimestre? La première chose à voir quand on fixe une note de trimestre, c'est qu'il faut bien dissocier les deux sortes de notes que produisent l'école. L'école, elle produit des notes sur les contrôles, sur les TP, sur les exercices, enfin, tout ce que vous voulez, les devoirs maison, tout ça. C'est ce que j'appelle, moi, des notes de performance. L'élève fait quelque chose, il fait donc une performance et on va mesurer, même si j'aime pas trop ce terme, quel pourcentage il a réussi. D'accord? S'il réussit la moitié, normalement, c'est 10, les 3/4, 15, et s'il a tout réussi, ça fait 20. Donc ça, c'est une note de performance. L'autre note qu'on doit produire à l'école, c'est une note sur le bulletin scolaire, ce qu'on appelle la moyenne trimestrielle. Cette note sur le bulletin, elle va servir à prendre des décisions sur l'avenir scolaire de l'élève. On porte un regard sur l'élève par rapport à sa note qu'il a sur son bulletin. Souvent, on va faire donc une moyenne de ces notes de performance pour la mettre sur le bulletin. Voilà, la moyenne, c'est la moyenne des notes de performance. Or, pour moi, cette approche n'a pas de sens. Effectivement, ce n'est pas en faisant un amalgame plus ou moins au hasard des performances de l'élève qu'on peut poser un regard réfléchi sur ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, ses compétences, ses capacités, son investissement, etc. sur le moyenne trimestrielle. Autrement dit, il n'y a aucune raison que la note sur le bulletin soit une moyenne de notes de performance. Et donc moi, ce n'est pas ce que je fais. D'accord, ma note de bulletin, je la fixe de manière complètement indépendante des notes de performance. Et donc là, pour le confinement, cette idée de faire une moyenne commence à être levée. On nous demande juste de produire une note qu'on mettra sur le bulletin. En tout cas, voilà, la question c'est comment est-ce que vous allez faire votre note de confinement ou votre moyenne de confinement. Donc là, je viens de vous expliquer que ma note sur le bulletin n'est pas une moyenne. En fait, je l'appelle moyenne parce que c'est le nom qui est écrit sur le bulletin, mais c'est une moyenne d'une seule note. C'est une note de trimestre. Comment je vais la fixer? Pendant le confinement, le contexte a changé. Donc la façon dont je fixais la note avant doit évoluer. Mais je pars toujours des deux principes fondamentaux, c'est-à-dire quels sont mes objectifs pédagogiques pour les élèves. Et je veux dire que les élèves qui ont complètement atteint ces objectifs pédagogiques vont être hauts dans les notes et ceux qui n'ont pas atteint le minimum de cet objectif vont être plutôt en dessous de 10. Première chose. Deuxième chose, quelles sont mes contraintes? Souvent, quand on est enseignant, on imagine un système qui est vraiment centré sur l'élève, sur ce qu'il faudrait, etc., etc. Attention à bien rajouter quelles sont mes contraintes. Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas un temps limité à passer là-dessus, surtout en temps de confinement. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants à la maison, en école à la maison. Je ne peux pas passer plus d'un certain nombre de temps là-dessus. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en confinement, on doit aussi produire les ressources puisqu'elles ne sont pas encore complètement toutes en ligne. Donc, on a vraiment un travail double à la fois d'accompagnement d'élèves et de production ou au moins de curation, c'est-à-dire aller trouver les ressources qu'on va leur donner pour qu'ils puissent apprendre. Donc comme on a besoin de garder de temps pour ce double travail et qu'il faut faire attention à l'épuisement professionnel, eh bien, il faut bien faire attention à ce que l'évaluation, la note qu'on va fixer, ne nous prenne pas trop de temps à nous en tant qu'enseignants. Donc mes contraintes, on les a vues, il faut qu'il n'y ait pas trop de temps. Je suis en école à la maison, je suis que à mi-temps, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit faisable dans peu de temps. Ça, c'est les contraintes. La deuxième chose qu'il faut fixer, je l'ai dit, c'est les objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques, je vais vous donner les miens, mais ils ne sont pas censés être universels. C'est ce que moi, j'ai choisi. À vous de choisir vos objectifs pédagogiques, pas trop. Plus on en fixe, plus c'est compliqué pour vous et pour les élèves de les atteindre. Donc moins on en a, plus c'est facile. Moi, les deux objectifs pédagogiques que j'ai choisis pour le 3e trimestre, c'est l'autorégulation et l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est comment les élèves vont s'investir dans l'apprentissage et au contraire pas se laisser décrocher. Parce qu'en apprentissage distanciel d'urgence, c'est facile de se laisser décrocher. Donc, j'ai vraiment envie de leur apprendre à rester au contact des apprentissages. La deuxième chose que j'ai envie de leur apprendre pour ce 3e trimestre un peu spécial, c'est l'autorégulation. L'autorégulation, c'est cette capacité qu'ont les étudiants qui réussissent à se projeter, à faire un planning de travail, à voir ce qu'ils ont appris, ce qu'il leur reste à apprendre, à se mettre au travail, à se faire un planning, etc. Cette autorégulation, quand on regarde, c'est fortement corrélé à la réussite des étudiants. C'est ce que je vous disais. Donc moi, je sais que si je leur apprends l'autorégulation, je vais leur donner des outils pour qu'ils puissent réussir leurs études plus tard, que ce soit l'année prochaine, l'année d'après, etc. Quand les conditions seront meilleures qu'ici en confinement. Vous voyez que dans mes deux objectifs pédagogiques, il n'y a aucun objectif disciplinaire. Mon but pour ce confinement, ce n'est pas que les élèves maîtrisent le travail des forces, les chaînes énergétiques ou quelque autre notion de physique, mais on est vraiment sur
du méta, donc du apprendre à apprendre, parce que je pense que c'est vraiment ça qu'ils peuvent retirer de ce temps de confinement. Donc voilà pour mon première étape, j'ai mes 2 objectifs pédagogiques, autorégulation, engagement. Et ensuite, je vais décomposer ça en paliers, comme ce que j'avais fait avant le confinement. Palier minimum, 10. Quel est le minimum requis pour que les élèves, j'estime, qu'ils soient suffisamment engagés et autorégulés pour avoir le minimum? Et bien là, j'ai gardé ce que je faisais d'avant, c'est-à-dire que pour moi, le minimum, c'est de faire un QCM correct par cours. Ça veut dire qu'ils ont regardé le cours, qu'ils l'ont compris, qu'ils ont fait les QCM. Ils peuvent les refaire autant de fois qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils aient la note de 15 sur 20. Bien évidemment, les questions changent à chaque fois. Et aussi l'exercice corrigé par les pairs. Je leur donne un exercice sur le forme du modelage de l'enseignement explicite, c'est-à-dire que je corrige en disant tout ce qui me passe par la tête pour les aider vraiment à non pas juste regarder la correction et se dire « Ah, la correction, c'est 3 joules », mais comprendre le processus qu'il y a quand on fait un exercice. Et ensuite, je les fais se corriger entre eux. Et donc, j'ai une note. Si cette note est supérieure à la moyenne, eh bien, c'est bon. Eh bien, s'ils ont fait tous les QCM et qu'ils n'ont que des notes supérieures à la moyenne en évaluation par les pairs, ils ont 10 sur 20 en trimestre. À noter que ça, c'est des choses que mes élèves font depuis septembre. Donc, ils ont l'habitude de le faire. Donc, ce n'est peut-être pas forcément quelque chose que vous pouvez appliquer tel quel dans vos classes. Ça va peut-être être plus difficile pour vous, pour vos élèves, s'ils n'ont pas l'habitude d'acquérir cette habitude de faire les QCM et les évaluations par les pairs. On voit que ça respecte les objectifs pédagogiques parce que pour réussir à faire ça, il faut que les élèves soient un minimum engagés et autorégulés puisqu'ils doivent s'organiser avec des dates limitées, etc. Et mes contraintes parce que moi, ça ne me prend pas de temps de correction. Il faut bien sûr que je fasse les QCM, que je les implémente, que j'implémente la correction et que j'implémente les grilles de correction pour les exercices corrigés par les pairs. Mais ça, c'est que du travail qui est réutilisable l'année prochaine, etc. Donc, c'est des choses que j'accepte plus facilement de faire. Ce que j'ai rajouté en revanche en confinement, c'est que pour avoir 12, là, je veux vraiment regarder leur engagement. Je vais leur demander d'avoir un contact avec moi par semaine. Ce contact, je leur laisse le choix. Ça peut être venir en classe virtuelle, ça peut être m'envoyer un mail, un message, une vidéo, n'importe. Je veux avoir de leurs nouvelles, d'accord? Je veux garder ce lien. Et puis comme ça, ce que je remarque, c'est que les élèves, même s'ils n'ont pas grand-chose à me dire, ils disent « Ah, tout va bien. Ah, mais au fait, j'ai une question. » Donc, je les force à garder ce lien. S'ils ont une fois par semaine, ils me contactent, ils ont 12 directement. De 12 à 15, je vais leur demander d'en faire un peu plus que juste ce minimum d'engagement et d'autorégulation. Je vais leur demander de savoir suffisamment s'autoréguler pour pouvoir produire des exercices corrigés, c'est-à-dire qu'ils vont faire des exercices. Donc, je vais leur demander de me produire entre une fois par semaine ou une fois par chapitre, un chapitre c'est environ 15 jours, de m'envoyer un exercice type bac ou un TP en simulation qu'ils auront fait soit tout seul, soit en équipe. Ça, c'est très facile de vérifier avec les outils numériques que tout le monde a bien écrit sur le compte-rendu final. Et il suffit qu'ils le rendent pour pouvoir monter cette note jusqu'à 15. Une fois qu'ils me l'ont rendu, je leur envoie la correction. Pour respecter la contrainte de correction de copie, je ne corrige pas ces copies en asynchrone, c'est-à-dire que s'ils me les donnent au début de la classe virtuelle, je vais les regarder pendant la classe virtuelle, leur dire là tu as un souci, etc. Et donc il y a un dialogue qui se fait. Si jamais les élèves ne peuvent pas venir en classe synchrone ou si ils le donnent à la fin de la classe virtuelle, parce qu'il y en a qui font ça, ils viennent en classe virtuelle, ils se connectent et ils travaillent et me le donnent à la fin, je ne les corrige pas, je note qu'ils l'ont donné et j'envoie la correction. Ça pour des questions de respect de mes contraintes. J'ai essayé, je n'arrive juste pas à tout corriger. Et enfin, les élèves qui peuvent aller de 16 à 20, donc là on est sur la tête de ma classe, c'est le groupe que j'appelle les tuteurs. Donc pour être tuteur, il suffit de viser entre 16 et 20. Donc pour ça, il va falloir prendre en charge, prendre en main la dynamique de classe. Donc j'ai demandé à chacun des tuteurs qui ont été appariés avec un binôme avant le confinement, environ on a fait ça une semaine, 15 jours avant. Donc ils ont un binôme et ils sont responsables de s'organiser pour que la personne qui tuteur s'organise. Et donc je leur demande un point hebdomadaire à ces élèves-là pour me dire un petit peu ce que l'autre personne a fait, comment ils sont organisés, c'est quoi les difficultés de l'autre personne, etc. Donc je leur demande d'être centrés non pas sur leur apprentissage à eux, mais sur l'apprentissage de quelqu'un d'autre. Ça les fait aussi beaucoup apprendre parce que de voir les erreurs des autres, ça aide à prendre du recul sur les apprentissages. Je leur demande aussi, mais ça c'est une proposition pour ceux qui veulent, de m'envoyer des outils que je pourrais partager à toute la classe pour que tout le monde puisse en profiter. Par exemple, j'ai une élève qui m'a envoyé une fiche sur comment réviser efficacement en reprenant toutes les choses qu'on a fait en cours d'apprendre à apprendre toute l'année. Donc si vous voulez, je vous mets le lien de sa fiche dans la description et parce que vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'elle a dit. Donc ça, je le partage à toute la classe et en fait, toute la classe profite de ce que cet élève a produit. Voilà, et donc avec ça, j'ai toute la gamme. Comme d'habitude, en fin de trimestre, ils décident par rapport à ce qu'ils ont visé, est-ce qu'ils ont
fait les choses qu'ils ont rempli le contrat. Si oui, ils ont la note qu'ils ont demandé. Et sinon, il y a une négociation qui se fait avec moi et on se fixe la note ensemble. Comme ils ont fait ça au premier et deuxième trimestre, je suis très optimiste sur le fait que ça va encore mieux, ça va continuer à marcher même en asynchrone au troisième trimestre. Puisqu'en fait, on a même fait la note de deuxième trimestre en asynchrone puisqu'on était déjà en confinement. Voilà pour comment je fixe ma note de troisième trimestre. J'espère que ça vous apporte des pistes pour mettre des choses en place dans votre classe. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, etc., j'ai fait pour les enseignants un mini-cours qui s'appelle le distanciel d'urgence. Vous pouvez vous inscrire, j'ai mis le lien en description, c'est gratuit, ouvert à tous. Il faut juste être de bonne volonté et être bienveillant dans son partage avec les collègues. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, restez chez vous et prenez soin de vous.